Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de lecture, et aujourd'hui, eh bien, tada, eh bien ça continue avec la suite de Taureau de la simplicité. Nous allons lire ensemble le prochain chapitre, ou voire même les prochains chapitres, puisque j'ai regardé rapidement, ils sont relativement courts, donc ça va dépendre de mon envie d'arriver à lire de manière correcte, si je bute pas trop sur les phrases. Vous avez vu que des fois il y a des tournures de phrases un peu particulières que je découvre, et je bute dessus. Donc là on va lire déjà le premier, c'est-à-dire le troisième chapitre de la simplicité, de Taureau, de Henry David Thoreau, lecture, qui vient après économie, qu'on a déjà fait en partie 1 avec l'intro, et aussi où je vécus et ce pourquoi je vécus. Donc sans plus tarder, on va lire la suite, et puis j'ai vu qu'ensuite il y avait juste bruit, solitude, et puis lecture, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Solitude, lecture, bruit, solitude, et conclusion, en fait, non, le printemps et conclusion. Donc vous voyez, ça va aller très très vite. La conclusion est-elle un peu longue, donc on la fera peut-être en bout de course dans une autre vidéo. On va voir. Je vais voir selon l'envie de poursuivre ou non la lecture pour aujourd'hui. Je fais ça en plusieurs jours, vous l'avez compris hein, sur la vidéo. Donc c'est parti. Avec un peu plus de réflexion dans le choix de leur poursuite, les hommes deviendraient peut-être tous essentiellement des hommes d'étude et des observateurs, car il est certain que leur nature et leur destinée à tous, sans distinction, sont intéressantes. En accumulant la priorité pour nous-mêmes ou pour notre postérité, en fondant une famille ou un État, ou même en acquérant la renommée, nous sommes mortels, mais en traitant avec la vérité, nous sommes immortels et n'avons lieu de craindre changement plus qu'accident. Le plus ancien philosophe égyptien ou hindou souleva un coin du voile qui recouvre la statue de la divinité, et la tremblante robe demeure encore soulevée, pendant que je reste ébloui devant une splendeur aussi fraîche que celle qui l'éblouit, puisque c'était moi en lui qui eut alors cette audace, et que c'est lui en moi qui aujourd'hui retrouve la vision. Nul grain de poussière ne s'est déposé sur cette robe, nul temps ne s'est écoulé depuis que fut révélée cette divinité. Ce temps que nous perfectionnons en effet, ou qui est perfectible, n'est ni passé, ni présent, ni futur. Ma résidence était plus favorable, non seulement à la pensée, mais à la lecture sérieuse qu'une université, et quoique le cabinet de lecture fût dehors de mon rayon ordinaire de circulation, je me trouvais plus que jamais sous l'influence de ces livres qui circulent autour du monde, et dont les phrases d'abord écrites sur de l'écorce se voient aujourd'hui simplement copiées de temps à autre sur du papier de chiffon. Dit le poète Mir Kamaruddin Mast, je cite, « Étant assis, courir par les régions du monde spirituel, j'ai connu ce privilège dans les livres. Être enivré par un simple verre de vin, j'ai éprouvé ce plaisir en buvant la liqueur des doctrines ésotériques. » Fin de citation. Lire bien, c'est-à-dire lire des livres sincères dans un sincère esprit, constitue un noble exercice et qui mettra le lecteur à l'épreuve mieux que nul des exercices en honneur de nos jours. Il réclame un entraînement pareil à celui que subissaient les athlètes, l'application soutenue presque de la vie entière à cet objet. Les livres doivent être lus avec autant de réflexion et de réserve qu'ils furent écrits. Il ne suffit pas même de savoir parler la langue du pays dans laquelle ils sont écrits, car il y a un intervalle considérable entre la langue parlée et la langue écrite, la langue entendue et la langue lue. L'une est en général transitoire, un son, une langue, un simple dialecte, quelque chose de bestial, et nous l'apprenons de nos mères inconsciemment, comme des bêtes. L'autre en est la maturité et l'expérience. Si l'une est notre langue maternelle, l'autre est notre langue paternelle, une façon de s'exprimer circonspecte et choisie, trop significative pour être perçue par l'oreille, et qu'il nous faut naître de nouveau pour parler. Évangile selon saint Jean. La foule de gens qui, au Moyen-Âge, se contentaient de parler les langues grecques et latines n'était pas qualifiée par l'accident de la naissance pour lire les ouvrages de génie écrits en ces langues, car ceux-ci n'étaient écrits ni dans ce grec, ni dans ce latin qu'ils savaient, mais dans le langage choisi de la littérature. Ils n'avaient pas appris les dialectes plus nobles de la Grèce et de Rome, et ils n'étaient pas jusque-là la matière elle-même sur laquelle ils étaient écrits, qui ne fut pour eux que du papier de rebut. Ce qu'ils prisaient à la place n'était qu'une triste littérature contemporaine. Mais lorsque les diverses nations d'Europe eurent acquis les langages écrits distincts quoique rudes, et bien à elles, suffisant aux besoins de leur littérature naissante, alors
revécu le premier savoir et les érudits devinrent capables de distinguer de cette parenté éloignée les trésors de l'Antiquité. Ce que la multitude romaine et grecque ne pouvait entendre, quelques érudits, après l'écoulement des siècles, le lurent, et quelques érudits seulement le lisent encore. Nous avons beau professer de l'admiration pour les mouvements accidentels d'éloquence de l'orateur, les mots écrits les plus nobles se tiennent en général aussi loin derrière les fluctuations de la langue parlée, ou aussi loin au-dessus d'elle, que derrière les nuages, le firmament avec ses étoiles. Là sont les étoiles, et peuvent les déchiffrer ceux qui en sont capables. Les astronomes éternellement dissertent à leurs propos et les observent. Ce ne sont pas des météores ou exhalaisons. En langue anglaise, le mot même signifie météore et exhalaison. À l'instar de nos colloques journaliers et la vapeur de nos haleines. Ce qu'on appelle éloquence au forum passe en général pour rhétorique dans le cabinet d'études. L'orateur obéit à l'inspiration d'un sujet éphémère et parle à la masse qu'il a devant lui, à ceux qui peuvent l'entendre, mais l'écrivain, dont la vie plus égale est le sujet, et que troublerait l'événement, comme la foule qui inspire l'orateur, parle à l'intelligence et au cœur de l'humanité, à tous ceux qui, de n'importe quelle génération, peuvent le comprendre. Rien d'étonnant à ce qu'Alexandre, au cours de ses expéditions, porta l'Iliade avec lui dans une précieuse cassette. Un mot écrit est la plus choisie des reliques. C'est quelque chose de tout de suite plus intime avec nous et plus universel que toute autre œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qui se rapproche le plus de la vie même. Il peut se traduire en toute langue et non seulement se lire, mais s'exhaler en réalité de toute lèvre humaine. Non seulement se représenter sur la toile ou dans le marbre, mais se tailler à même le souffle, oui, de la vie. Le symbole de la pensée d'un homme de l'Antiquité devient la parole d'un homme moderne. 2000 étés n'ont fait qu'appartenir aux monuments de la littérature grecque, comme à ces marbres, une touche plus mûre d'or automnal, car ces monuments ont porté leur propre sereine et céleste atmosphère en tout pays, afin de se préserver de la corrosion du temps. Les livres sont la fortune thésaurisée du monde, et le dû héritage des générations et nations. Les livres, les plus vieux et les meilleurs, ont leur place naturelle et marquée sur les rayons de la moindre chaumière. Ils n'ont rien à plaindre pour eux-mêmes, mais tant qu'ils éclaireront et soutiendront le lecteur, son bon sens ne saurait les rejeter. Leurs auteurs sont d'aristocratie naturelle et irrésistible de toute société, et, plus que rois ou empereurs, exercent une influence sur le genre humain. Lorsque le commerçant illettré, et il se peut dédaigneux, ayant conquis à force d'initiative et d'industrie le loisir et l'indépendance convoitée, se voit admis dans les cercles de l'opulence et du beau monde, il finit inévitablement par se retourner vers ceux encore plus élevés, mais toutefois inaccessibles de l'intelligence et du génie, n'est plus sensible qu'à l'imperfection de sa culture, ainsi qu'à la vanité et l'insuffisance de toutes ses richesses, et de plus montre son bon sens par les peines qu'il prend en vue d'assurer à ses enfants cette culture intellectuelle dont il sent si vivement la privation. Ainsi devient-il le fondateur d'une famille. Ceux qui n'ont pas appris à lire les anciens classiques, dont la langue où ils furent écrits doivent avoir une connaissance fort imparfaite de l'histoire de la race humaine, car il est à remarquer que nulle transcription n'en a jamais été donnée en aucune langue moderne, à moins que notre civilisation elle-même puisse passer par telle transcription. Homère n'a jamais encore été imprimé en anglais, ni Eschyle, ni même Virgile, œuvre aussi raffinée, aussi solidement faite, et presque aussi belle que le matin lui-même, car les écrivains venus après, quoi qu'on puisse dire de leur génie, ont rarement, si jamais, égalé la beauté comme le fini laborieux des ancêtres et les travaux littéraires héroïques auxquels ils consacraient une vie. Cela seulement parle de les oublier, qui jamais ne les connurent. Il sera bien assez tôt de les oublier lorsque nous aurons le savoir et le génie qui nous permettront d'y prendre garde et de les apprécier. Le temps, en vérité, sera riche, où ces reliques, que nous appelons les classiques, et les écritures, encore plus anciennes et plus que classiques, mais encore moins connues des nations, se seront davantage encore accumulées, où les Vaticans seront remplis de Védas, et Zend-Avestas, et Bible, d'Homère, et Dante, et Shakespeare, et où tous les siècles à venir auront successivement déposé leurs trophées sur le forum de l'univers. Grâce à quelle pile nous pouvons espérer enfin escalader le ciel. Les œuvres des grands poètes n'ont jamais encore été lues par l'humanité,
car seuls peuvent les lire les grands poètes. Elles ont été lues seulement comme le vulgaire lit des étoiles, tout au plus dans le sens astrologique, non pas astronomique. La plupart des hommes ont appris à lire pour obéir à une misérable commodité dont ils ont appris à déchiffrer en vue de tenir des comptes et ne pas être trompés en affaires. Mais pour ce qui est de la lecture en tant que noble exercice intellectuel, ils ne savent guère sinon rien. Cependant, cela seul est lecture, au sens élevé du mot, non pas ce qui nous berce comme quelque luxure et souffre que dorment, ce faisant, les facultés nobles, mais ce qu'il faut se tenir sur la pointe des pieds pour lire en y consacrant nos moments les plus dispos et les plus lucides. Je crois qu'une fois nos lettres apprises, nous devrions lire ce qu'il y a de meilleur en littérature, sans être là toujours à répéter nos A, B, AB et les mots d'une seule syllabe dans la classe des petits, assis toutes nos existences sur le premier banc d'en bas. La plupart des hommes sont satisfaits qu'ils lisent ou entendent lire, et ont eu la chance de se trouver convaincus par la sagesse d'un seul bon livre. La Bible, pour le reste de leur vie, végéter et dissiper leurs facultés dans ce qu'on appelle les lectures faciles. Il existe à notre cabinet de lecture un ouvrage en plusieurs volumes intitulé « Little Reading », petite lecture. Reading est en outre un nom de ville. Que je croyais se référer à une ville de ce nom, où je ne suis pas allé. Il y a des gens pour, à l'instar des cormorans et autruches, digérer toutes sortes de choses de ce genre, même après le repas de viande et légumes le plus plantureux, car ils ne souffrent pas qu'il n'y ait rien de perdu. Si d'autres sont les machines à pourvoir de telles provendes, ce sont, ceux-ci, les machines à absorber. Ils lisent le 9e conte sur Zébulon et Sophronia, et comment ces personnes aimèrent mieux que jamais auparavant quiconque n'avait aimé, sans qu'aucun des deux fît que le cours de leur amour sincère devint paisible. Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. En tout cas, comment il suivit son cours et s'embarrassa, et se dégagea, et allez donc! Comment quelque pauvre infortuné monta à un clocher, qui tout aussi bien eût fait de ne jamais dépasser le beffroi, sur quoi, l'ayant sans nécessité mis là-haut, l'heureux romancier sonne la cloche pour que tout le monde se rassemble et entende « Oh, Seigneur ! Comment il redescendit ?» Pour ma part, je crois qu'il ferait aussi bien de métamorphoser tous ces aspirants héros du roman universel en hommes girouettes, suivant l'ancien usage qui consistait à mettre les héros parmi les constellations et les laisser là, virer jusqu'à la rouille, sans plus jamais redescendre pour assommer de leurs espiègleries les honnêtes gens. La prochaine fois que le romancier sonne la cloche, je ne bronche pas. Le temple brûla-t-il de la base au fait. Sur la pointe du pied, hop, et je cabriole, roman du Moyen-Âge, par le célèbre auteur de Larry Fla, pour paraître en fascicule mensuel, il y a foule, ne venez pas tous à la fois. Tout cela, ils le lisent les yeux grands comme des soucoupes, la curiosité en éveil, une curiosité primitive, et le gésier infatigable dont les corrugations n'ont même pas besoin de stimulants. Absolument, comme quelques petits écoliers de 4 ans, son édition à 2 sous et à couverture dorée de Cendrillon. Sans aucun progrès, cela, je m'en aperçois, pas plus dans la prononciation que dans l'accent ou la diction, ou plus de talent à en extraire ou y à insérer la morale. Le résultat, c'est l'affaiblissement de la vue, une stagnation de la circulation vitale, une déliquescence générale et le dépouillement de toutes les facultés intellectuelles. Cette sorte de pain d'épices se cuit quotidiennement avec plus d'assiduité que le pur froment ou le seigle, et maïsque presque tous les fours et trouve un plus sûr débouché. Les meilleurs livres ne sont pas lus même de ceux que l'on appelle les bons lecteurs. Quelle est la somme de lecture de notre Concorde ? À quelques rares exceptions près, aucun goût ne se manifeste dans cette ville pour les meilleurs ou pour les très bons livres, fût-ce en littérature anglaise dont les mots peuvent être lus et épelés par tous. Il n'est pas jusqu'aux hommes élevés au collège et soi-disant pourvus d'une éducation libérale, ici aussi bien qu'ailleurs, qui n'est, en effet, qu'une bien petite connaissance, si seulement ils en ont aucune, des classiques anglais, et pour ce qui est de la sagesse enregistrée de l'humanité, les classiques anciens et les bibles, accessibles à tous ceux qui voudront en connaître, leurs chercheurs n'est n'importe où l'objet que des plus faibles efforts. Je suis un bûcheron entre deux âges, qui prend un journal français, non pas à cause des nouvelles, comme il dit, car il est au-dessus de cela, mais l'histoire de s'entretenir. Canadien qu'il est de naissance,
et si je lui demande ce qu'il considère comme la meilleure chose à faire pour lui en ce monde, il déclare en outre que c'est d'entretenir son anglais et d'y ajouter. C'est à peu près tout ce que font ou aspirent à faire en général ceux qui ont été élevés au collège, et ils prennent pour cela un journal anglais. Combien celui qui vient de lire peut-être l'un des meilleurs livres anglais trouvera-t-il les gens avec qui pouvoir en causer? Ou supposer qu'ils viennent le lire dans l'original, un de ces classiques grecs ou latins, à l'éloge desquels sont familiers même ce qu'on appelle les illettrés, il ne trouvera pas d'âme à qui en parler, et il doit garder le silence dessus. Nous sommes d'éducation inférieure, de basse condition illettrés. Sous ce rapport, j'avoue ne pas faire grande différence entre l'ignorance et ceux de mes concitoyens qui ne savent pas lire du tout, et l'ignorance de celui qui n'a appris à lire que ce qui est pour enfants et petits entendements. Nous devrions valoir les grands hommes de l'Antiquité, quand ce ne serait qu'en commençant par connaître ce qu'ils valaient. Nous ne sommes qu'une race de marmousets, et ne nous élevons guère plus haut en nos vols intellectuels que les colonnes du journal quotidien. Ce ne sont pas tous les livres qui sont aussi bornés que leurs lecteurs. Il existe probablement des paroles adressées précisément à notre condition qui, si nous pouvions vraiment les entendre et comprendre, seraient plus salutaires à nos existences, que le matin ou le printemps, peut-être, nous ferait voir la face des choses sous un nouvel aspect. Que d'hommes ont fait dater de la lecture d'un livre une ère nouvelle dans leur vie. Le livre existe, pour nous, peut-être, qui expliquera nos miracles et en révélera de nouveaux. Les choses à présent inexprimables, il se peut que nous les trouvions quelque part exprimées. Ces mêmes questions qui nous troublent, embarrassent et confondent, se sont en leur temps présentées à l'esprit de tous les sages, pas une n'a été omise, et chacun y a répondu suivant son degré d'aptitude, par ses paroles et sa vie. En outre, avec la sagesse, nous apprendrons la libéralité. L'homme solitaire, loué à la journée dans quelques fermes aux abords de Concorde, qui, pourvu de sa seconde naissance, Évangile selon saint Jean, et d'une expérience religieuse à lui, se trouve amené, comme il le croit, à la gravité silencieuse et à l'exclusivisme par sa foi, peut penser que ce n'est pas vrai. Mais Zoroastre, il y a des milliers d'années, suivit la même voie et acquit la même expérience. Or lui, en sa qualité de sage, connut qu'elle était universelle, sur quoi il traita ses voisins en conséquence, et passe même pour avoir inventé et établi le culte parmi les hommes. Qu'il confère donc humblement avec Zoroastre, puis, en passant par l'influence libéralisante de tous les hommes illustres avec Jésus-Christ lui-même, et laisse notre Église tomber par-dessus bord. Nous nous vantons d'appartenir au XIXe siècle, et faisons les enjambées les plus rapides qu'aucune nation ait faites. Mais réfléchissez un peu que fait ce village-ci pour sa propre culture. Je ne désire ni flatter mes concitoyens, ni les voir flattés par eux, ni me voir flatté par eux, car cela n'avancera pas plus l'un que les autres. Nous avons besoin qu'on nous provoque, qu'on nous aiguillonne comme des bœufs que nous sommes, pour être mis au trot. Nous possédons un système comparativement décent d'écoles communes, écoles pour les enfants en bas âge seulement, mais, sauf en hiver, le lycée à demi-mort de faim, et récemment le timide début d'une bibliothèque inspirée par l'État, aucune école pour nous-mêmes. Nous dépensons plus pour presque n'importe quel article d'alimentation destiné à faire la joie, sinon la douleur de notre ventre, que pour notre alimentation mentale. Il est temps que nous ayons des écoles non communes, que nous ne renoncions pas à notre éducation lorsque nous commençons à devenir hommes et femmes. Il est temps que les villages soient des universités et les aînés de leurs habitants les fellows d'université avec loisir. Fellow, dans les universités anglaises, désigne celui qui, études terminées, consent à rester l'un des familiers de son collège. S'ils sont en effet si bien à leur affaire, de poursuivre des études libérales le reste de leur vie. Le monde à jamais se bornera-t-il à Paris ou à Oxford ? Ne se peut-il faire que des étudiants prennent pension ici et reçoivent une éducation libérale sous le ciel de Concorde ? Ne pouvons-nous prendre à gage quelques abélards pour nous faire des cours ? Hélas, tant à nourrir le bétail qu'à garder la boutique, on nous tient trop longtemps loin de l'école, et notre éducation se voit tristement négligée. En ce pays-ci, le village devrait à certains égards prendre la place du noble d'Europe. Il devrait être le patron des beaux-arts, il est assez riche. Il ne lui manque que la magnanimité et le raffinement. Il peut dépenser l'argent nécessaire à telle chose dont les fermiers et les commerçants font cas, mais on croit que c'est demander la lune que de proposer une dépense d'argent pour des choses que de plus intelligents savent de beaucoup plus de prix. Cette ville-ci a dépensé 17 000 $ pour un hôtel de ville, la fortune ou la politique en soit louée, mais probablement ne dépensera-t-elle pas autant pour l'esprit vivant,
la vraie viande à mettre dans cette coquille en 100 ans. Les 125 $ annuellement souscrits pour un lycée en hiver sont mieux dépensés que toute autre égale somme imposée dans la ville. Si nous vivons au XIXe siècle, pourquoi ne jouirons-nous pas des avantages qu'offre le XIXe siècle? Pourquoi notre vie serait-elle à aucun égard provinciale? Si nous tenons à lire les journaux, pourquoi ne pas éviter les cancans de Boston et prendre tout de suite le meilleur journal du monde? Sans être là à téter la mamelle des journaux pour famille neutre ou brouter les branches d'olivier, journal hebdomadaire de Boston, les branches d'olivier, ici en Nouvelle-Angleterre. Que les rapports de toutes les sociétés savantes viennent jusqu'à nous, et nous verrons si elles savent quelque chose. Pourquoi laisserons-nous à Harper & Brothers, comme à Reading & Co., le soin de choisir nos lectures? De même que le noble de goût cultivé s'entoure de tout ce qui contribue à sa culture, génie, savoir, esprit, livres, tableaux, sculptures, musique, instruments de précision, et le reste, ainsi fasse le village qu'il ne s'arrête pas à un pédagogue, un curé, un sacristain, une bibliothèque de paroisse, et 3 hommes d'élite, parce que nos pèlerins d'ancêtres passèrent jadis avec ceux-ci tout un froid d'hiver sur un rocher exposé au vent. Agir collectivement est conforme à l'esprit de nos institutions, et j'ai la certitude que nos affaires, étant plus florissantes que les siennes, nous disposons de plus de moyens que le noble. La Nouvelle-Angleterre peut prendre à gage tous les sages de l'univers pour venir l'enseigner, et les loger comme les nourrir tout le temps chez l'habitant, sans le moins du monde se montrer provincial. Voilà l'école non commune qu'il nous faut. Au lieu d'hommes nobles, ayons de nobles villages d'hommes. S'il est nécessaire, omettez un pont sur la rivière, faites un petit détour par là, et jetez une arche sur le gouffre plus sombre d'ignorance qui nous entoure. Alors, c'était le chapitre 3, lecture. Je vais maintenant lire le chapitre 4, qui est très court, qui s'appelle Bruit. Je rappelle que tout ceci est un extrait de Walden, je crois que ça s'appelle le vrai livre, ou La vie dans les bois. Voilà. Donc en fait, le récit est juste partiel, parce que parfois vous avez des petits points, vous savez, comme ça, 3 petits points entre crochets, ce qui prouve qu'il y a en fait un reste de texte qui n'est pas présent dans la présente édition Folio Sagesse. Donc chapitre 4, les bruits. Enfin, bruit. Mais pendant que nous nous confinons dans les livres, encore que les plus choisis et les plus classiques, pour ne lire que de particuliers langages écrits, eux-mêmes simples dialectes et dialectes provinciaux, nous voici en danger d'oublier le langage que toute chose, comme tout événement, parle sans métaphore, le seul riche. Le seul langage étalon. Beaucoup s'en publient, mais peu s'en impriment. Les rayons qui pénètrent par le volet ne seront plus dans le souvenir le volet une fois grand ouvert. Ni méthode, ni discipline ne sauraient suppléer à la nécessité de se tenir éternellement sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'un cours d'histoire ou de philosophie, voire de poésie? Quelque choix qui est présidé, ou la meilleure société, ou la plus admirable routine d'existence, comparée à la discipline qui consiste à toujours regarder ce qui est à voir. Voulez-vous être un lecteur, simplement un homme d'études, ou un voyant? Lisez votre destinée, voyez ce qui est devant vous, et faites route dans la futurité. Chapitre 5, qui va être l'avant-dernier chapitre. Ensuite, il y aura le printemps, le 6, très très court aussi, puis la conclusion qu'on fera dans une autre vidéo. Donc, chapitre 5, solitude. Soir délicieux, où le corps entier n'est plus qu'un sens, et par tous les pores absorbe le délice. Je vais et viens avec une étrange liberté dans la nature, devenue partie d'elle-même, tandis que je me promène le long de la rive pierreuse de l'étang, en manche de chemise malgré la fraîcheur, le ciel nuageux et le vent, et que je ne vois rien de spécial pour m'attirer, tous les éléments me sont étonnamment homogènes. Les grenouilles géantes donnent de la trompe en avant-coureur de la nuit, et le chant du whip-poor-will s'en vient à l'autre côté de l'eau sur l'aise frissonnante de la brise. La sympathie avec les feuilles agitées de l'aune et du peuplier me fait presque perdre la respiration. Toutefois, comme le lac, ma sérénité se ride sans se troubler. Il est d'ordinaire suffisamment d'espace autour de nous. Notre horizon n'est jamais tout à fait à nos coudes. L'épaisseur du bois n'est pas juste à notre porte, non plus que l'étang, mais il est toujours quelque peu d'éclaircie familière et par nous piétinée, prise en possession et enclose de quelque façon à réclamer de la nature. À quoi dois-je me voir abandonné par les hommes cette vaste étendue, ce vaste circuit,
quelques 1000 carrés de forêt solitaire pour ma retraite. Mon plus proche voisin est à 1 mille de là, et nulle maison n'est visible que le sommet des collines dans le rayon d'un demi-mille de la mienne. J'ai tout à moi, seul mon horizon borné par les bois. D'un côté, un aperçu lointain du chemin de fer, là où il touche à l'étang, et de l'autre, la clôture qui borde la route forestière. Mais, en grande partie, c'est aussi solitaire, là, où je vis, que sur les prairies. C'est aussi solitaire là où je vis que sur les prairies, c'est aussi bien l'Asie ou l'Afrique que la Nouvelle-Angleterre, j'ai, pour ainsi dire, mon soleil, ma lune et mes étoiles, et un petit univers à moi seul. La nuit, jamais un voyageur ne passait devant ma maison, ni ne frappait à ma porte, plus que je n'eusse été le premier ou le dernier homme, à moins que ce ne fût au printemps où, à de longs intervalles, il venait quelques gens de village pêcher le silure chat, qui pêchaient évidemment beaucoup plus dans l'étang de Walden de leur propre nature et appâtaient leur hameçon de ténèbres, mais ils ne tardaient pas à abattre en retraite, d'habitude le panier peu garni pour abandonner, je cite, le monde aux ténèbres et à moi, allusion à la célèbre élégie de Thomas Gray dans le cimetière de campagne. Et jamais le cœur noir de la nuit n'était profané par nul voisinage humain. Je crois que les hommes ont en général encore un peu peur de l'obscurité, malgré la pendaison de toutes les sorcières et l'introduction du christianisme et des chandelles. Encore l'expérience m'a-t-elle appris quelquefois que la société la plus douce et tendre, la plus innocente et encourageante, peut se rencontrer dans n'importe quel objet naturel, fût-ce pour le pauvre misanthrope et le plus mélancolique des hommes. Il ne peut être de mélancolie tout à fait noire pour qui vit au milieu de la nature et possède encore ses sens. Jamais jusqu'alors il n'eut telle tempête, mais à l'oreille saine et innocente, ce n'était que musique éolienne. Rien ne peut contraindre justement homme simple et vaillant à une tristesse vulgaire. Pendant que je savoure l'amitié des saisons, j'ai conscience que rien ne peut faire de la vie un fardeau pour moi. Parfois, si je me compare aux autres hommes, c'est comme si j'étais plus favorisé qu'eux par les dieux, par-delà tout mérite à ma connaissance, comme si je tenais de la faveur une garantie et une sécurité dont sont privés mes semblables, et me trouvais l'objet d'une direction et d'une protection spéciale. Je ne me flatte pas, mais s'il est possible, ce sont eux qui me flattent. Je ne me suis jamais senti solitaire, ou tout au moins oppressé par un sentiment de solitude, sauf une fois, et cela quelques semaines après ma venue dans les bois, lorsque, l'espace d'une heure, je me demandais si le proche voisinage de l'homme n'était pas essentiel à une vie sereine et saine. Être seul était quelque chose de déplaisant. Mais j'étais en même temps conscient d'un léger dérangement dans mon humeur. Je croyais prévoir mon rétablissement. Au sein d'une douce pluie, pendant que ces dernières pensées prévalaient, j'eus soudain le sentiment d'une société si douce et si généreuse en la nature, en le bruit même des gouttes de pluie, en tout ce qui frappait mon oreille et ma vue autour de ma maison, une bienveillance aussi infinie qu'inconcevable, tout à coup comme une atmosphère me soutenant, qu'elle rendait insignifiants les avantages imaginaires du voisinage humain, et que, depuis jamais, plus je n'ai songé à eux. Bien souvent, je m'entends dire « J'aurais pensé que vous vous sentirez seul là-bas, et seriez pris du besoin de vous rapprocher des gens, surtout les jours de nuit, de pluie et de neige. » Je suis tenté de répondre en cela. Cette terre tout entière que nous habitons n'est qu'un point dans l'espace. À quelle distance l'un de l'autre, selon vous, demeurent les deux plus distants habitants de l'étoile plus haut dont le disque ne peut voir apprécier sa largeur par nos instruments? Pourquoi me sentirais-je seul? Notre planète n'est-elle pas là dans la Voie lactée? Cette question que vous posez là me semble n'être pas la plus importante. Quelle sorte d'espace est celui qui sépare un homme de ses semblables et le rend solitaire? Je me suis aperçu que nul exercice des jambes ne saurait rapprocher beaucoup deux esprits l'un de l'autre. Près de quoi désirons-nous le plus habiter? Sûrement pas auprès de beaucoup d'hommes, de la gare, de la poste, du cabaret, du temple, de l'école, de l'épicerie, de Beacon Hill, colline où s'élève le palais du gouvernement à Boston, ou de Five Points, carrefour de New York. Lieu ordinaire d'assemblée, mais près de la source éternelle de notre vie, d'où, en toutes nos expériences, nous nous sommes aperçus qu'elle jaillissait, comme le saule s'élève près de l'eau et projette ses racines dans cette direction. La susdite variera selon les différentes natures, mais elle est l'endroit où un sage creusa sa cave. Je trouve salutaire d'être seul la plus grande partie du temps. Être en compagnie, fût-ce avec la meilleure, est vite fastidieux et dissipant. J'aime à être seul. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi compagnon que la solitude.
Nous sommes en général plus isolés lorsque nous sortons pour nous mêler aux hommes que lorsque nous restons au fond de nos appartements. Un homme pensant ou travaillant est toujours seul, qu'il soit où qu'il voudra. La solitude ne se mesure pas aux milles d'étendue qui séparent un homme de ses semblables. L'étudiant réellement appliqué en l'une des ruches serrées de l'université de Cambridge est aussi solidaire qu'un véhicule dans le désert. Et aussi solitaire qu'un véhicule dans le désert. Le fermier peut travailler seul tout le jour dans le champ ou les bois, à sarcler ou fendre, et ne pas se sentir seul parce qu'il est occupé. Mais lorsqu'il rentre le soir au logis, incapable de rester assis seul dans une pièce, à la merci de ses pensées, il lui faut être là où il peut voir des gens. Et se recréer, selon lui, se récompenser de sa journée de solitude. De là s'étonne-t-il que l'homme d'étude puisse passer seul à la maison toute la nuit et la plus grande partie du jour, sans ennui ni papillon noir. Il ne se rend pas compte que l'homme d'étude, quoiqu'à la maison, est toutefois au travail dans son champ à lui, et à brandir la cognée dans ses bois à lui, comme le fermier dans les siens, pour à son tour rechercher la même récréation, la même société que fait l'autre, quoique ce puisse être sous une forme plus condensée. La société est en général à trop bon compte. Nous nous rencontrons à de très courts intervalles, sans avoir eu le temps d'acquérir de nouvelles valeurs l'un pour l'autre. Nous nous rencontrons au repas 3 fois par jour, pour nous donner réciproquement à regoûter de ce vieux fromage moisi que nous sommes. Nous avons dû consentir un certain ensemble de règles, appelées étiquettes et politesses, afin de rendre tolérable cette fréquente rencontre et n'avoir pas besoin d'en venir à la guerre ouverte. L'innocence et la générosité indescriptible de la nature, du soleil et du vent et de la pluie, de l'été et de l'hiver, quelle santé, quelle allégresse elles nous apportent à jamais. Et telle à jamais est leur sympathie avec notre race, avec toute la nature, que toute la nature serait affectée, que la clarté du soleil baisserait, que les vents soupireraient hautainement, que les nuages verseraient des pleurs, que les bois se dépouilleraient de leurs feuilles et prendraient le deuil au cœur de l'été. S'il arrivait qu'un homme s'affligeât pour une juste cause. N'aurais-je pas d'intelligence avec la terre? Ne suis-je moi-même, en partie, feuilles et terre végétale? C'était le 5e chapitre, Solitude. Maintenant, on va passer à l'avant-dernier chapitre. Et on fera donc le dernier qui est la conclusion plus tard. Donc le 6e chapitre s'appelle Le printemps. Et il est très rapide aussi, on va le lire immédiatement. Le printemps. Notre existence au village croupirait dans les forêts et les prairies inexplorées qui l'entourent. Il nous faut le tonique de la nature inculte, de temps à autre patauger dans les marais où guettent le butor et le râle, et entendre le grondement de la bécassine, renifler la senteur du roseau murmurant là où seul quelque oiseau, plus sauvage et plus solitaire, bâtit son nid, et le vison rampe le ventre au ras du sol. Empressés à tout explorer et tout apprendre, nous requérons en même temps que tout soit mystérieux et inexplorable, que la terre et la mer soient infiniment sauvages, non visités et insondées par nous, parce qu'insondables. Nous ne pouvons jamais avoir assez de la nature. Il nous faut nous retremper à la vue de la vigueur inlassable, de contours puissants et titanesques. La côte avec ses épaves, la solitude avec ses arbres vivants et ses arbres morts, le nuage chargé de tonnerre, la pluie qui dure 3 semaines et produit des inondations, il nous faut voir nos bornes dépassées, et de la vie librement pâturée où jamais nous nous égarons. Nous sommes ragaillardis à la vue du vautour en train de se repaître d'une charogne qui nous dégoûte et qui nous décourage, repas d'où il tire santé et force. Il y avait dans le sentier conduisant à ma maison un cheval mort, qui me forçait parfois à me détourner de mon chemin, surtout la nuit, lorsque l'air était lourd, mais la certitude qu'il me donna du robuste appétit et de l'inébranlable santé de la nature compensa pour moi la chose. J'aime à voir que la nature abonde de vie au point que les myriades puissent sans danger se voir sacrifiés et laissés en proie réciproque, que de tendres organismes puissent être, avec cette sérénité, enlevés à l'existence, en étant écachés comme pâtes, têtards que les hérons engloutissent, tortues et crapauds écrasés sur la route, et que parfois il a plus de la chair et du sang. Étant donné la fréquentation de l'accident, nous devons voir le peu de compte qu'il faut en tenir. Étant donné la fréquence de l'accident, il nous faut voir le peu de compte qu'il faut en tenir.
L'impression qu'en éprouve le sage est celle d'innocence universelle. Le poison n'est pas empoisonné après tout, pas plus que ne sont fatales nulles blessures. La compassion est un terrain fort intenable. Il lui faut être expéditive. Ces arguments ne supporteront pas de se voir stéréotypés. Voilà. Donc, écoutez, on va mettre fin à cette vidéo et on reviendra pour lire à la toute fin, qui est ici, là, cette petite partie-là, sans compter qu'il y a la bibliographie en plus à la fin, qui prend quelques pages. J'espère que vous avez aimé, ou que ça vous a posé des questions, que ça vous a remué. Moi, notamment, les 2 derniers chapitres m'ont vraiment, je ne peux pas dire passionné, parce que j'ai du mal encore à avoir une réponse franche par rapport à ça. Le but, c'est de vous lire ça sans vous amener d'analyse, c'est que vous puissiez en profiter tranquillement en podcast, et on reviendra très vite donc pour finir ce joli petit bouquin. D'ici un jour ou deux, vous n'avez qu'à suivre la chaîne. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux vlogs, de la lecture ou de la musique, des jeux de société, enfin la vie quoi. Allez, ciao!